réfléchissez, ça s'appelle mathématiques. Dès l'instant, vous mettez sur pied un organe de 9 membres nommés, qui se renouvelle par tiers tous les 3 ans. La première fois qu'on met sur pied l'organe, on ne va pas évidemment avoir chaque autorité qui nomme 3 membres, puisque le président de la République en nomme 3, enfin du Sénat en nomme 3, enfin le Sénat en nomme 3. Si on fait nommer par ces 3 autorités 9 membres pour 9 ans, évidemment l'organe ne pourra pas se renouveler par tiers tous les 3 ans. Et ça veut dire que la première fois que l'organe était mis sur pied, il a fallu qu'un président de la République nomme un membre, on le verra, pour 3 ans, un autre pour 6 ans et un autre pour 9 ans. Et donc les 3 autorités ont nommé 3 membres au total pour 3 ans, 3 pour 6 et 3 pour 9. Et il se trouve, je répète, donc un mandat normal, s'il est aujourd'hui de 9 ans, il a pu être dans la première version de 3 ans, ou bien de 6 ans, et il est normal de 9 ans. Mais il peut aller jusqu'à 12 ans, parce que si d'aventure vous remplacez un membre qui était nommé pour 9 ans dans le premier tiers de son mandat, eh bien vous pouvez être nommé pour terminer le mandat et refaire à nouveau un mandat de 9 ans. Donc ça peut aller jusqu'à 12 ans. Donc je répète, c'est normalement 9 ans qui est la durée d'un mandat d'un membre nommé. Ça a pu être 3 ans ou 6 ans, ça n'arrivera plus a priori, mais ça peut très bien être plus de 9 ans si on a préalablement remplacé quelqu'un durant le dernier tiers de son mandat, encore une fois, le dernier tiers de son mandat, par exemple, contractuellement entre 6 et 9, mais si c'est un membre nommé pour 3 ans entre 2 et 3, et pour 6 ans entre 5 et 6, donc actuellement entre 6 et 9, si vous terminez le mandat de quelqu'un qui, en cours de mandat, a démissionné ou est décédé entre 6 et 9 ans aujourd'hui, eh bien, vous pouvez terminer le mandat et ensuite, vous pouvez éventuellement être renommé à nouveau pour un mandat de 9 ans. Donc, ça peut aller jusqu'à 12 ans. D'accord? Donc, une petite bémol, c'est 9 ans, mais, d'accord? Il n'empêche qu'ils ne sont pas renouvelables. Alors, là encore, ça peut éventuellement asseoir l'autonomie des membres à une condition, laquelle, qu'on ne soit pas nommé à un âge trop, si je puis dire, trop jeune. Parce que là encore, se pose un problème par rapport à la durée du mandat. Il est très long, 9 ans. Et on va voir que, encore une fois, les durées de mandat sont différentes d'un État à un autre. Mais dès l'instant où, évidemment, on peut être nommé à un âge qui, en France, est celui juridiquement de 18 ans, donc c'est théoriquement possible, évidemment, ça paraîtrait complètement dérisoire de le faire à 18 ans, mais comme c'est possible, ou de toute façon, à moins de 30 ou 40 ans, et là c'est parfaitement possible, avec des gens qui ont eu des fonctions politiques éventuellement avant, et bien évidemment, au bout de 9 ans, quand vous avez 50 ans ou 60 ans, vous avez peut-être encore un avenir, si je puis dire, dans le jeu politico-institutionnel, et donc ça pose un problème. En clair, et là je vais jouer le gérontocrate ou le gérontophile, il serait peut-être heureux que pour ce qui est des membres nommés, il y ait une condition d'âge qui fasse qu'on ne puisse pas être nommé au Conseil constitutionnel avant un âge, je répète, respectable, au moins 50 ans, voire 60 ans, et je dis bien 60 ans, vu l'espérance de vie d'aujourd'hui, parce que, je répète, quelqu'un qui est nommé à 50 ans va quitter ses fonctions à 59 ans, aura 59 ans, si évidemment il y a un siècle, ou même 50 ans, c'était quasiment l'âge d'aller, je puis dire, inaugurer les chrysanthèmes, ou l'âge d'aller à la maison de retraite, aujourd'hui, à 59 ans, on est encore très jeune, et donc ça pose un problème. En d'autres termes, il serait heureux que le fait d'être nommé au Conseil constitutionnel constitue ce qu'on appelle un bâton de maréchal, c'est-à-dire le fait d'avoir une fin de carrière et pas quelque chose en cours de carrière. Or, nous allons voir que c'est un problème qui se pose, de gens nommés très jeunes, qui donc doivent envisager évidemment l'après. Certes, ils ne vont pas envisager le fait de donner des solutions juridictionnelles dans le sens du pouvoir pour être renommés, puisqu'ils ne sont pas renouvelables, mais il y a un avenir politique. Donc voilà un problème qui se pose, qui curieusement, alors que je ne suis pas du tout gérontophile, eh bien je suis peut-être favorable, vous posez la question de savoir s'il ne faudrait pas y mettre un âge minimal pour être membre de l'organe. Je répète, aux États-Unis, pour être président de la République, il faut avoir 35 ans, mais 35 ans, 1787. Donc aujourd'hui, ça va faire la deux textes de loi, il dirait sûrement 70 ans. Donc on est bien aussi que 35 ans en 1787, c'est très âgé. Donc le terme qui paraît jeune aujourd'hui, en fait, à l'époque, c'était très très vieux. Il n'y a pas cette limitation en France. Maintenant, pour 18 ans, pour être membre, pour être élu président
président public. De la même façon, pour être juge, où il faut certainement, à mon avis, beaucoup plus de bouteilles, beaucoup plus de véhicules, il serait tout à fait fâché d'avoir des gens qui sont nommés très jeunes. Je répète, même si jeune, ça peut vous paraître vieux d'avoir 50 ans. Moi, je trouve que c'est encore très jeune par rapport au fait d'avoir un avenir. Et comme ce sont des nominations qui, encore une fois, sont des nominations qui sont une désignation politique, car il est absolument évident que l'organe est un organe politico-juridictionnel et pas juridictionnellement politique. Donc, il est clair que le Conseil constitutionnel, contrairement à la Cour de cassation, au Conseil d'État sur les conflits, n'est pas un organe simplement juridictionnel, c'est un organe politico-juridictionnel. Et bien évidemment, les personnes qui sont nommées, ils sont nommés souvent avec un passé juridique, même si on verra qu'il y a parfois des technocrates purs ou des gens qui se demandent ce qu'ils font là, comme Madame Dominique Schnapper. Mais il est évident que ça pose un problème de, comment dirais-je, de carrière politique, et donc il serait heureux peut-être qu'on ne puisse pas ensuite faire autre chose, et donc on y soit nommé à un âge tellement avancé que si vous êtes nommé à 60 ans, on peut supposer qu'à 69 ans, vous n'avez pas l'ambition de refaire encore une carrière politique, même si on peut, avec l'espérance de vie, envisager la chose. Donc c'est un vrai problème qui se pose, encore une fois, le problème de l'âge. Alors maintenant, revenons au problème du nombre. En France, il y en a 9. Je répète, l'avantage d'avoir 9, on a copié le modèle américain, c'est pas très glorieux, mais ça a l'avantage, c'est qu'il y a une majorité, 4 contre 5. Mais l'organe peut très bien siéger avec moins de membres. Donc, le quorum, c'est 7. Donc, il n'y a pas de raison, encore une fois, que le chiffre impair a un avantage, je répète, c'est que ça dégage mécaniquement une majorité quand on vote. Mais ça veut dire que s'il y a des membres de droit, ben, ils sont 10, éventuellement avec un de plus, ou bien un chiffre pair, évidemment, ça nécessite une voix prépondérante du président. Donc là, on peut comprendre pourquoi le président a voix prépondérante, et je ne dénie pas cette possibilité quand il y a évidemment un nombre pair de membres qui se prononcent. Il faudrait que quelqu'un tranche, et il est heureux que le président puisse trancher, c'est logique. Le problème, c'est qu'il n'est pas normal qu'il soit nommé par le président de la République. Et en revanche, qu'il ait voix prépondérante, ça me paraît une chose souhaitable. En France, ils sont 9. Si vous regardez les chiffres, en Allemagne, ils sont 16, chiffre pair. En Autriche, ils sont 14, plus 6 suppléants. En Espagne, ils sont 12. Au Portugal, 13, etc. Bref, vous n'avez pas un chiffre déterminé et définitif de membres de l'organe juridictionnel. En Suisse, ils sont plus d'une trentaine. D'accord. Cour suprême américaine, ils sont 9. Ailleurs, ça peut être 16, 14, 19, 12, etc. Bref, les chiffres varient. Donc là encore, une des questions qui se pose, et on le verra surtout en fonction de l'augmentation du travail de l'organe, est de se demander s'il ne serait pas souhaitable d'avoir beaucoup plus de membres dans cet organe, parce que 9, quand il n'y a rien à faire, ben évidemment, c'est beaucoup trop de travail pour ne rien faire, mais quand on a un travail qui est devenu maintenant un travail quasiment journalier avec les QPC, on se demande si 9, ça suffit à la fonction. Donc, se pose la question de savoir s'il ne devrait pas avoir plus de membres. D'accord? Ensuite, je répète, la question, donc, est de savoir qui doit désigner ses membres. Est-ce qu'il faut les élire? Il est clair que, alors, je vois, autorité, et je reprends le tableau de Favoreux, qui pose toutes les questions, hein. Dans le tableau de Favoreux, comparatif des règles de composition des juridictions constitutionnelles européennes, il est clair qu'il y a un tableau comparatif intéressant, nombre de membres, je répète, variable, on pourra discuter, et il donne le détail, hein, qui fait quoi? Je vous rappelle qu'en Allemagne, pour information, les 16 juges du tribunal fédéral de Karlsruhe ne sont pas du tout désignés par des autorités à titulaire unique, ils sont désignés à raison de moitié par le Parlement, donc la Chambre des députés, et l'autre moitié par la Chambre haute, le Bundesrat, par rapport au Bundestag. Donc vous voyez qu'il y a une vision parlementaire de désignation des membres, si je puis dire, de la juridiction, c'est moitié par les parlementaires, députés, moitié par les sénateurs. Ce qui me paraît une solution tout à fait, je veux dire, conforme à un partage du pouvoir. En France, c'est pas comme ça que ça se fonctionne, c'est les présidents des juridictions, des chambres, des publics qui désignent, encore une fois, donc c'est une désignation intuitive personnelle, donc personnelle, et qui ne relève pas, encore une fois, d'une règle qui permettrait, encore une fois, un choix consensuel, comme c'est le cas quand on élit quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche en France, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. Mais en Italie, vous voyez, il y a 5 membres désignés par le président de la République, 5 membres par Parlement, mais vous avez 5 membres désignés par les magistratures suprêmes. L'Italie a une méthode particulière. Il y a effectivement 15 membres. Il y en a 5 qui sont désignés par la République, 5 par le Parlement, mais il y en a 5 qui sont désignés par les juges eux-mêmes. Donc il y a une sorte de corporatisme qui fait que les juges interviennent. En France, pas du tout, mais pas en Allemagne non plus. D'accord? Et vous avez comme ça toutes sortes de modèles, encore une fois, qui peuvent exister, encore une fois, qui font qu'on peut intervenir ou pas les juges. Et il est clair que ça peut paraître étonnant, voire scandaleux, que les juridictions françaises, administratives ou judiciaires,
ne puisse pas avoir quoi que ce soit comme intervention pour ce qui est des membres de l'organe, puisque cet organe, je répète, alors qu'il ne les domine pas, parce que juridiquement, on verra qu'en France, il y a 4 organes suprêmes, il y a 4 cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, vous avez ensuite le Conseil d'État, vous avez la Cour de cassation, c'est pas hiérarchisé, c'est au même niveau, et le tribunal des conflits. Or, il se trouve que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent, encore une fois, article 62, les décisions, donc, alors, ce qu'on appelle une décision, en fait, juridiquement, c'est un jugement. En fait, attention, ce qu'on appelle juridiquement une décision du Conseil constitutionnel, c'est en fait un jugement qui porte un lieu de décision. Quand vous avez un jugement qui est rendu par une juridiction suprême, Cour de cassation, Conseil d'État, on appelle ça un arrêt. Quand c'est un jugement rendu par une juridiction inférieure, on appelle ça un jugement. Donc, vous avez une terminologie différenciée suivant l'organe qui la rend. Donc, quand on parle de décision, en fait, on parle d'un jugement. Donc, quand le Conseil constitutionnel se prononce sur des jugements, on appelle ça une décision. Il est marqué qu'elle s'impose au pouvoir public, article 62, alinéa 3, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc, ces décisions s'imposent aux autres, mais elles ne peuvent pas les imposer, suivre par la force. Hein. Il faut bien que ces décisions se plient, encore une fois, se plient à ce que décide l'autorité. Donc, la question de la portée des décisions du Conseil, encore une fois, n'est pas résolue par un mécanisme de sanction. Si ces juridictions ne se pliaient pas à ce que veut le Conseil, il n'y aurait pas de système pour les obliger. Donc il n'y a pas de juridiction suprême en France. Encore une fois, elles sont les 4 au même niveau, mais il n'empêche que le Conseil donne le là, si je puis dire, sans subir un système qui oblige les juridictions, Conseil d'État, Correctionnel, à se plier à ce qu'elles ont décidé. Ce qu'elles font, évidemment, on appelle ça le dialogue des juges. En fait, c'est une façon de parler positivement de l'engueulade des juges, mais ils se plient évidemment à ces décisions, et c'est lui qui emporte la solution, si je puis dire, à travers ce qu'il décide. D'accord? Bien. Donc voilà pour ce qui est, si je puis dire, du nombre de membres. Alors, autorité qui les désigne, on l'a vu et on peut en discuter. Ensuite, autorité qui les désigne en France, en République. Vous avez en Allemagne le fait que c'est tour à tour l'un des deux organes, Chambre des députés ou Chambre des sénateurs, qui va décider qui présidera. Donc un truc beaucoup plus, si je puis dire, beaucoup plus respectueux d'une lecture parlementaire du système. Vous avez en Italie la solution idéale, c'est la Cour elle-même qui décide qui va la présider. D'accord? Comme c'est le cas au Portugal, comme c'est le cas encore une fois en Espagne. Vous voyez que quelque part, on voit bien que majoritairement, quand vous avez encore une fois la désignation du président de l'organe qui est fait majoritairement par l'organe lui-même, c'est la seule autonomiser la chose. C'est le cas en Italie, en Espagne, au Portugal, et c'est même un peu le cas en Autriche, encore une fois, parce que ça marche un peu comme ça. Donc, très clairement, le système français n'est pas le bon système. Nous sommes le seul organe, encore une fois, où c'est le président public, organe exécutif par excellence, qui va désigner le président du Conseil. Je pense que sur ce point, une réforme serait nécessaire. Évidemment, on ne la verra jamais, car n'oubliez encore une fois jamais non plus que nous avons eu 24 révisions constitutionnelles et que ceux qui sont dans l'opposition et qui souhaiteraient des révisions constitutionnelles ne vont jamais toucher au fond au pouvoir du président parce que tous espèrent occuper la fonction et ne veulent pas par anticipation, si je puis dire, amoindrir les pouvoirs du président. Donc on a un système tout à fait pathétique où, je répète, sur ce point, ça n'aurait pas une révolution. Il serait peut-être souhaitable que l'organe ne soit pas désigné par un public. Eh bien, personne ne va jamais proposer cette solution parmi la classe politique parce que tout le monde espère occuper le cocotier. Ça s'appelle être un public et donc personne ne veut amoindrir les prérogatives du président, qui sur ce point me paraissent anormales, je répète, parce que le président du Conseil constitutionnel, évidemment, n'est pas que là pour présider, c'est lui qui va désigner les rapporteurs, qui va désigner les commissions, bref, c'est quand même lui qui a un rôle essentiel quant au fonctionnement de l'organe. On verra que c'est la même chose pour le vice-président du Conseil d'État. Ce ne sont pas des fonctions neutres, ce sont des fonctions évidemment essentielles, ce sont eux qui dirigent dans tous les sens les organes qu'ils ont sous leur obédience, et donc il est, à mon avis, tout à fait fâcheux que ce soit le public qui désigne le président constitutionnel. Vous avez aussi le même problème pour l'autorité qui désigne le vice-président. Il n'y en a pas en France. Et évidemment, en Espagne, en Italie, encore une fois, c'est prévu en ce sens. Donc, pour la durée du mandat, je répète, mandat éternel, c'est pas souhaitable, mais après tout, c'est la seule solution qui permet à l'organe d'être vraiment complètement indépendant. Mais ça donne aux États-Unis des juges à la Cour suprême
qui siège encore à 87 ans, et on peut se demander si à 87 ans, on est encore en capacité de siéger, mais on peut se poser la question